On dit que les loups sont les prédateurs les plus dangereux de ces montagnes. C'est qu'ils n'ont jamais rencontré son beau-père. Chloé Caron gisait, ensanglantée, sur la terre gelée. 8 paires d'yeux jaunes encerclaient son corps brisé. Le vent d'octobre s'engouffrait à travers sa veste déchirée, une morsure glaciale sur sa peau. 13 heures la séparaient de son 18e anniversaire. 12 heures avant que Stéphane ne s'assure qu'elle ne le verrait jamais. Le craquement de ses pas se rapprocha à travers le tapis de feuilles mortes, un son sec et funeste dans le silence de la forêt. La lame de son couteau de chasse brillait d'un éclat sinistre sous la lune. C'est alors qu'Ombre, le loup gris à la tache blanche sur le poitrail, s'interposa. Cet autre formèrent un mur de fourrure et de crocs, non pas pour attaquer, mais pour protéger. Dégagez de là, bande de kleps. La voix de Stéphane était pâteuse, un mélange de pastis et de rage pure. Les loups ne bougèrent pas d'un centimètre. Les doigts gelés de Chloé effleurèrent la patte balafrée d'Ombre, celle qu'elle avait soignée 3 ans auparavant. Avant que tout ne s'effondre, avant la mort de sa mère, avant que le monstre ne retire son masque. Sa dernière pensée consciente, flottant dans le brouillard de la douleur et du froid, qui sauve qui? 3 ans plus tôt, Chloé avait été différente. Moins à vif, le sourire plus facile. À l'époque où Monique Caron était encore en vie, leur maison de campagne, à 20 km d'un village en Auvergne, était un véritable foyer. Aujourd'hui, elle ressemblait à une prison, avec un geôlier qui carbure aux pastis et aux promesses brisées. Chloé Caron, 17 ans, des cheveux bruns qui n'avaient pas vu de ciseaux depuis des mois, était assise à la table de la cuisine, poussant du bout de sa fourchette des œufs brouillés froids et caoutchouteux dans son assiette. Les manches longues de son pull dissimulaient les ecchymoses violacées qui constellaient ses bras. Un col roulé masquait les empreintes de doigts sur sa gorge, souvenir de la semaine passée. Elle avait appris à marcher sans bruit, à parler à voix basse, à exister en silence. À devenir invisible quand Stéphane Michel buvait, ce qui signifiait en permanence. Son beau-père n'avait pas toujours été un monstre. 4 ans auparavant, il avait charmé sa mère avec des fleurs et la promesse d'un travail stable à la Syrie. Un travail stable qui avait disparu 6 mois après le mariage. Les fleurs avaient fané à peu près au même moment où son premier chèque de chômage était arrivé. Monique avait aimé ce domaine. 200 hectares de nature sauvage du Massif central, en bordure de la forêt domaniale des Cévennes, transmis à travers 3 générations de Caron. Elle avait aussi aimé les loups, bien que les voisins la traitent de folle. Ils essaient juste de survivre, disait Monique, ses jumelles pointaient vers la lisière des arbres. Comme nous tous. Chloé avait hérité de l'amour de sa mère pour les créatures sauvages. À 14 ans, elle avait trouvé Ombre, alors un jeune loup, pris dans un piège rouillé. L'infection se propageait déjà dans sa patte avant. Elle l'avait libéré avec une cisaille à boulons volée dans la grange, avait nettoyé la plaie avec du matériel du centre de conservation du docteur Valérie Dubois. Pendant 2 semaines, elle avait marché plusieurs kilomètres dans la forêt chaque jour, apportant des antibiotiques et de l'eau fraîche, s'asseyant parfaitement immobile tandis que le jeune loup décidait s'il pouvait lui faire confiance. Il l'avait fait. Finalement, toute sa meute l'avait fait. Le docteur Valérie Dubois dirigeait le centre de conservation des loups des Cévennes, à une dizaine de kilomètres en contrebas de la montagne. À 52 ans, ses cheveux parsemés de fils d'argent étaient perpétuellement tirés en une queue de cheval. Elle avait observé la transformation de Chloé, de jeune bénévole aux yeux brillants en fantôme évidé. Valérie reconnaissait les signes. Les manches longues en plein été, le sursaut au moindre éclat de voix, les excuses pour les gardes manquées. Elle avait perdu sa propre fille, Anna, victime de violences conjugales 10 ans plus tôt. 16 ans, tuée par son petit ami alors que les voisins avaient entendu des cris et n'avaient rien fait. Valérie voyait le spectre d'Anna dans les yeux bleus hantés de Chloé. Stéphane Michel, 47 ans, le ventre commençant à s'arrondir, savait exactement ce qu'il faisait. Isoler la fille. Casser son téléphone. Surveiller le téléphone fixe. Couper les ponts avec ses amis. La rendre dépendante. Reconnaissante pour les miettes de gentillesse entre 2 actes de cruauté. L'accident de voiture de Monique 6 mois auparavant, une défaillance des freins dans le virage du diable, avait été le dernier verrou sur la cage de Chloé. L'argent de l'assurance vie avait disparu dans les poches de Stéphane. Le testament s'était mystérieusement volatilisé. Les paiements du crédit du domaine s'étaient arrêtés, et personne ne remettait en question un beau-père éploré faisant de son mieux avec une adolescente difficile. Le grenier sentait le cèdre et le temps perdu. Chloé avait grimpé l'échelle escamotable, cherchant les albums photos de sa mère.
Demain, c'était son 18e anniversaire, et elle voulait se souvenir d'une époque où les anniversaires signifiaient autre chose que la survie. À la place, elle trouva le journal intime, caché dans une copie évidée de Walden sur l'étagère de sa mère. L'écriture de Monique remplissait page après page. Chloé s'assit en tailleur sur le plancher poussiéreux, les mains tremblantes en lisant. 15 octobre 2007. Ils l'ont amenée à l'hôpital aujourd'hui. 3 jours. Ils l'ont trouvée dans la forêt, vivante. Les médecins ne peuvent pas l'expliquer. Moi non plus. Mais j'ai vu les photos que les gardes ont prises. J'ai vu les loups. Et je sais ce que je dois faire. Le souffle de Chloé se coupa. Elle revint à la première entrée. 12 octobre 2007. Une randonneuse est morte aujourd'hui. Sandrine Vidal est tombée de la crête du cheval mort. Il cherche sa petite fille, un nourrisson. 3 jours dans ces montagnes. Ce bébé ne survivra pas. Les pages devinrent floues. Chloé lisait de plus en plus vite, son cœur martelant sa poitrine. 16 octobre 2007. Je l'ai tenue dans mes bras aujourd'hui. Elle a les yeux de sa mère, bleus comme le ciel d'Auvergne. Valérie dit que les loups l'ont gardée en vie, l'ont nourrie. Pouvez-vous imaginer? Valérie veut étudier ça, le documenter. Je lui ai dit non. Ce bébé a besoin de normalité. Elle a besoin d'amour, pas d'être un projet de recherche. Jean et moi pouvons lui donner ça. Des photos tombèrent d'entre les pages. Un minuscule nourrisson enveloppé dans des couvertures d'hôpital. Monique et son défunt mari, Jean, plus jeune, plein d'espoir, tenant un bébé. Et une autre photo, celle qui fit basculer le monde de Chloé. Un nouveau-né entouré de loups dans une grotte. Une grande femelle couchée à côté d'elle, protectrice. 20 octobre 2007. C'est officiel aujourd'hui. Chloé Monique Caron, notre fille. Valérie a promis de garder le secret. Les médias en feraient un monstre de foire. Les scientifiques la disséqueraient. Non. Elle aura une vie normale. Elle sera aimée. Elle sera nôtre. Chloé pressa son poing contre sa bouche, étouffant un sanglot. Adoptée. La femme qu'elle avait appelée maman avait gardé ce secret pendant 17 ans. Mais pourquoi? Elle continua à lire, sautant des années. Monique documentant l'enfance de Chloé, son lien avec la forêt, la façon dont les loups ne la fuyaient jamais, comment Ombre, alors un louveteau, était présent le jour où Chloé fut sauvée, comment sa mère était la louve qui avait nourri un nourrisson mourant. Puis, 6 mois auparavant, le ton changea. 3 avril 2020. Stéphane a trouvé les papiers d'adoption. Je l'ai vu dans le bureau, fouillant dans les vieux dossiers de Jean. Il m'a regardé différemment après. Plus froid. Quand je lui ai demandé ce qu'il cherchait, il a dit qu'il était juste curieux de l'histoire familiale. Mais je connais ce regard. Je l'ai déjà vu. Quand il pense que je ne regarde pas. Quand il vérifie les estimations immobilières en ligne. Quand il parle à son frère Laurent d'investissement. 30 avril 2020. J'ai appelé mon avocat aujourd'hui. Je dois mettre à jour le testament, tout pour Chloé. Stéphane n'aura rien. Laurent n'aura rien. S'il m'arrive quelque chose avant les 18 ans de Chloé, tout ira au fonds de conservation des loups du Massif central. Stéphane ne pourra pas toucher un centime. 15 mai 2020. Mes freins m'ont paru mous aujourd'hui. J'ai demandé à Stéphane s'il l'avait remarqué. Il a dit qu'il vérifierait. Il ne l'a pas fait. 20 mai. J'engage un détective privé. Quelque chose ne va pas. Stéphane a rencontré Laurent en ville. Ils arrêtent de parler quand j'arrive. Je les entends au téléphone tard le soir. Des mots comme droit d'exploitation forestière et projet immobilier et il faut juste attendre. Attendre quoi? La dernière entrée était datée du 15 octobre 2025, 10 jours avant que la voiture de Monique ne sorte de la route au virage du diable. 15 octobre 2025. Le détective l'a confirmé. Stéphane a des dettes de jeu, 87 000 €. Il a falsifié ma signature, essayant d'hypothéquer le domaine. La banque a refusé parce que Jean avait mis en place des protections. Homme intelligent, mon mari, il savait se prémunir contre les escrocs. Je demande le divorce lundi. Et je dirai tout à Chloé pour son 18e anniversaire. Elle mérite de savoir d'où elle vient.
Elle mérite de savoir qu'elle a survécu parce que des loups l'ont aimée en premier. S'il m'arrive quoi que ce soit, Valérie a toute la documentation, le vrai testament, les preuves. Stéphane ne gagnera pas. Il ne peut pas gagner. Mais il l'avait fait. Monique était morte le 25 octobre 2024. La demande de divorce n'avait jamais été déposée. Chloé entendit le camion s'arrêter dans l'allée en bas. Stéphane était rentré tôt. Elle fourra le journal et les photos dans sa veste, descendit l'échelle, essayant d'avoir l'air de rien. Stéphane se tenait dans la cuisine. La bouteille de pastis déjà ouverte à 3 heures de l'après-midi. Ses yeux croisèrent les siens, froids, calculateurs. Tu faisais quoi là-haut? Je cherchais les albums photos de maman, pour demain. Il but une longue gorgée. Demain, c'est vrai. Ton grand jour. Tu auras 18 ans. C'est marrant, 18 ans. Légalement, une adulte peut hériter de biens, prendre des décisions. Il sourit, mais ce sourire n'atteignit jamais ses yeux. Si tu arrives jusqu'à tes 18 ans. La main de Chloé se crispa sur les pages du journal dans sa poche alors que Stéphane s'approchait. La cuisine sembla soudain plus petite, les murs se refermant sur elle. Elle pouvait sentir l'odeur anisée de son haleine à 2 mètres de distance. Tu te crois spécial? Sa voix était presque conversationnelle, ce qui la rendait encore plus terrifiante. Tu penses que parce que Monique t'aimait, ta place est ici? Je ne veux pas de problème, Stéphane. Je veux juste, tu veux. Tu veux. Il claqua la bouteille sur le comptoir. Laisse-moi te dire ce que tu es. Tu es une enfant trouvée, un cas de charité. Ta vraie mère a été assez stupide pour tomber d'une falaise et mourir dans les bois. Peut-être que tu devrais la rejoindre. Le sang de Chloé se glaça. Comment sais-tu ça? J'ai trouvé le journal de ta maman il y a des mois. J'ai lu chaque mot. Très touchant. Des loups qui élèvent des bébés, les miracles de la nature. Il eut un rire sec et méchant. Tu sais ce que j'en pense? Je pense que tu n'es qu'un animal qui a appris à marcher debout. Elle recula vers la porte, mais Stéphane fut plus rapide que sa corpulence ne le laissait supposer. Sa main agrippa sa gorge, la projetant contre le mur. Les photos de Monique cliquetèrent dans leur cadre. Ce domaine vaut 2,3 millions. L'assurance vie était de 250 000. Tu crois que je vais laisser une fille loup prendre ce qui est à moi? Chloé griffa sa main. Ne pouvait plus respirer. Ne pouvait plus crier. Sa vision se tacha de noir. Il la relâcha soudainement. Elle s'effondra, haletante. Quand sa vue s'est éclaircie, Stéphane tenait le journal de Monique. Il avait dû le tirer de sa poche. Tu cherchais ça? Il arracha des pages, les laissant volter jusqu'au sol. Ta maman se croyait si maligne. Cacher des testaments, engager des détectives, laisser des preuves. Il déchira d'autres pages. Mais les accidents arrivent. Les conduites de frein lâchent. Les filles s'enfuient. Les loups attaquent. Chloé se jeta sur les pages. Stéphane la gifla violemment. Elle sentit le goût du sang. Tu n'atteindras pas tes 18 ans, ma fille. Cet héritage est à moi. Elle se releva en chancelant, courut vers la porte d'entrée. Verrouillée. Stéphane avait les clés. Le téléphone fixe. Elle l'attrapa. Pas de tonalité. Il avait coupé le fil. Je me suis occupé de tout, dit Stéphane en avançant. Ton portable a disparu depuis des semaines. Personne ne prend plus de tes nouvelles. Cette vieille bique de voisine se mêle de ses affaires. Le docteur Dubois pense que tu es occupé avec l'école. Quand ils te trouveront, s'ils te trouvent, ce sera bien triste. Une adolescente perturbée, en deuil de sa maman, qui s'est égarée dans les bois. Ces loups dont tout le monde a si peur, on leur mettra ça sur le dos. Chloé aperçut les clés de la voiture de sa mère sur le crochet. Elle les attrapa et traversa la cuisine en courant, sortant par la porte de derrière. La vieille Renault 4 était dans l'allée. Elle tâtonna avec les clés, les mains tremblantes. Les pneus étaient crevés. Tous les 4. Le caoutchouc pendait en lambeaux. Stéphane apparut sur le porche, tenant un couteau de chasse. Le même couteau que Monique utilisait pour vider les poissons. J'ai pensé à tout, n'est-ce pas? Chloé courut, non pas vers la route,
trop loin, trop exposé, mais vers la forêt. La lisière des arbres n'était qu'à une centaine de mètres. Si elle pouvait l'atteindre, le semer dans l'obscurité, peut-être. Cours, petite louve. On va voir où ça te mène. Elle pénétra dans la forêt à toute vitesse, les branches lui fouettant le visage. Derrière elle, le moteur du camion de Stéphane vrombit. Il avait suivi le chemin forestier, lui coupant la route. Mais les sentiers qu'elle connaissait, les pistes de gibier où la meute d'ombre se déplaçait, cela était trop étroit pour les véhicules. Chloé vira à droite, trouva le sentier de serre de mémoire. Ses poumons la brûlaient, sa vieille blessure à la cheville, un cadeau de la botte de Stéphane 2 mois plus tôt, hurlait de protestation. Elle pouvait entendre le camion, les phares balayant les arbres. Puis le camion s'arrêta. Le moteur se tut. Stéphane était à pied maintenant, la suivant. Elle l'entendit s'écraser à travers les sous-bois, marmonnant des jurons. 87 000 de dettes. Tu sais ce que ça fait de devoir de l'argent à des gens qui cassent des jambes? Ta maman allait divorcer, tout prendre, me laisser sans rien. Chloé continua d'avancer. 6 kilomètres dans la forêt. Elle avait parcouru ces bois depuis son enfance, les connaissait comme les battements de son propre cœur, mais jamais dans le noir complet. Jamais en courant pour sa vie. C'était si facile de couper ses freins. Laurent a aidé. Mon frère est doué avec les voitures. On a fait ça parfaitement, personne n'a rien soupçonné. Pas même cette dame de la conservation. Le pied de Chloé se prit dans une racine. Elle tomba lourdement. Une douleur fulgurante dans son genou. Le sang imbiba son jean. Elle essaya de se relever, mais sa cheville céda complètement. Les pas de Stéphane étaient plus proches maintenant. Elle pouvait voir le faisceau de sa lampe de poche fendre les arbres. Elle rampa, se hissant à l'aide de racines et de rochers. Ses mains trouvèrent la clairière familière, l'endroit où elle avait trouvé ombre 3 ans plus tôt, où elle avait gagné la confiance de la meute avec patience et gentillesse. Chloé s'effondra au centre, la poitrine haletante. Elle ne pouvait plus courir. Ne pouvait plus se cacher. Elle fit la seule chose qui lui restait, elle leva la tête et appela, de la manière que Monique lui avait enseigné des années auparavant, avant que Chloé ne comprenne pourquoi sa mère connaissait le langage des loups. Ombre. S'il te plaît, Ombre. La forêt répondit par le silence. Puis, au loin, un hurlement, long et plaintif. Se rapprochant. Stéphane fit irruption dans la clairière, le couteau levé, juste au moment où des yeux jaunes commençaient à apparaître dans l'ombre. Une paire, 2, 4, 8. La meute était venue. Les loups émergèrent de l'obscurité comme des fantômes ayant pris forme. Ombre les menait, sa tache blanche sur le poitrail captant la lumière de la lune. 7 autres l'entouraient. 3 mâles, 4 femelles, tous adultes. Leurs yeux réfléchissaient le faisceau de la lampe de poche de Stéphane, transformant la clairière en un cercle d'or flottant. La main de Chloé trouva la patte balafrée d'Ombre alors qu'il s'approchait. Le loup se pressa contre son flanc, partageant sa chaleur. Les autres formèrent un cercle protecteur, leur corps créant une barrière vivante entre elle et Stéphane. Dégagez de là. La voix de Stéphane se brisa. Le couteau tremblait dans sa main. C'est ma belle-fille. J'ai des droits. Les lèvres d'Ombre se retroussèrent, révélant ses crocs. Un grondement sourd gronda de sa poitrine. Les autres loups répondirent en chœur, un son qui vibra à travers la terre. Stéphane jeta une pierre. Elle rebondit sans effet sur l'épaule d'Ombre. Le loup ne scia même pas. Les dents de Chloé claquaient. Elle courait depuis plus d'1 heure. La température chutait sous les 5 degrés. La perte de sang de son genou la rendait étourdie. Son corps était en train de lâcher, l'hypothermie s'installant. Mais la chaleur des loups la maintenait consciente. À peine. Ce n'est pas fini, dit Stéphane, reculant vers une bûche tombée. Il s'assit, gardant le couteau visible. Les loups doivent bien dormir un moment. Tu dois bien dormir. Je peux attendre. À 3 kilomètres de là, Yvette Pascal, 82 ans, n'arrivait pas à dormir. Quelque chose n'allait pas. Elle vivait à côté du domaine Caron depuis 43 ans. Elle savait quand les choses dérapaient. La façon dont la lumière de la chambre de Chloé ne s'était pas allumée ce soir. Le bruit du camion de Stéphane dévalant l'allée au crépuscule. Le visage terrifié de la jeune fille cet après-midi,
quand elle s'était arrêtée pour demander à utiliser le téléphone. Yvette avait déjà failli une fois, 3 ans auparavant, quand elle avait entendu Stéphane crier et n'avait appelé personne, quand elle avait vu Chloé avec un œil au beurre noir et avait accepté l'excuse « je suis tombée de vélo ». Quand elle avait choisi le confort plutôt que le courage. Pas encore. Pas ce soir. Elle trouva la note glissée sous son paillasson. L'écriture de Chloé, tremblante mais lisible. Madame Pascal, s'il m'arrive quelque chose, c'est Stéphane. S'il vous plaît, appelez le docteur Valérie Dubois au centre de conservation. Elle saura quoi faire. Dites-lui que les loups avaient raison à son sujet. Affectueusement, Chloé. Les mains arthritiques d'Yvette composèrent le numéro que Chloé avait écrit en bas. Le docteur Valérie Dubois examinait des demandes de subvention quand son téléphone sonna à 23 heures. Elle faillit ne pas répondre. Puis elle vit l'identifiant de l'appelant. Pascal. Yvette. Docteur Dubois, ici Yvette Pascal, la voisine de Chloé Caron. Quelque chose de terrible est en train de se passer. Valérie écouta la voix tremblante lui expliquer l'histoire de la note, le camion de Stéphane, la peur de Chloé. Son sang se glaça. Elle soupçonnait des abus depuis des mois, mais n'avait aucune preuve, aucun moyen d'intervenir sans la coopération de Chloé. La jeune fille avait eu trop peur pour admettre la vérité. J'arrive. Appelez la gendarmerie. Dites-leur, possible violence domestique, suspect peut-être armé. Valérie attrapa son kit d'urgence aux trousses de premiers secours, couverture thermique, fusées éclairantes et courut à son camion. Son téléphone vibra avec des SMS pendant qu'elle conduisait. La gendarmerie répondait, les gardes forestiers se mobilisaient. Mais la forêt domaniale des Cévennes couvrait des centaines de kilomètres carrés. Trouver une fille dans cette obscurité, c'était comme trouver un battement de cœur dans un ouragan. Sauf si on savait où chercher. Valérie étudiait la meute d'ombre depuis 15 ans. Elle connaissait leur territoire, leurs habitudes, l'emplacement de leur tanière. Si Chloé s'était enfuie dans la forêt, et Valérie savait qu'elle l'aurait fait, la jeune fille se serait dirigée vers un terrain familier, la clairière où elle avait sauvé Ombre, où la meute l'avait acceptée pour la première fois. Valérie appuya plus fort sur l'accélérateur, les pneus crissant dans les virages de montagne. Dans la clairière, Chloé dérivait entre conscience et inconscience. La chaleur corporelle d'Ombre la maintenait en vie, mais de justesse. La température de son corps chutait. Elle ne sentait plus ses doigts, ne pouvait plus s'arrêter de trembler. Stéphane arpentait le bord du cercle de loup, marmonnant des calculs. Ton anniversaire est dans 12 heures, demain midi. Tu seras majeur. Tout te revient. Mais si tu meurs avant, il sourit. Le testament de Monique dit que si tu meurs avant 18 ans, tout va à la conservation des loups. Mais ce testament est caché. Le seul qui est enregistré me donne tout, en tant que veuf éploré. Les yeux de Chloé s'entr'ouvrirent. Valérie a le vrai. Quoi, Dubois? Maman lui a tout donné. Les preuves, les photos, ton historique de recherche. La voix de Chloé n'était qu'un murmure. Comment mettre en scène une attaque d'animaux? Combien de temps pour l'hypothermie? Droit des successions en France? Le visage de Stéphane devint blanc sous le faisceau de la lampe. Tu mens. Est-ce que je mens? Chloé toussa, sentant un goût de cuivre. Maman savait. Elle a engagé un détective, a tout documenté. Tes dettes. Ton frère Laurent. Le mécanicien pour les freins. Il a déjà témoigné. Elle inventait en partie, priant pour que cela semble assez vrai pour l'effrayer. Ça marcha? Stéphane se leva brusquement, arpentant plus vite. Non, non. Elle n'aurait pas pu. Laurent a dit qu'on avait été prudent. Les oreilles d'Ombre se dressèrent. Les têtes des autres loups pivotèrent à l'unisson, regardant vers le sentier. Ils avaient entendu quelque chose que Chloé et Stéphane ne pouvaient pas encore entendre, des véhicules, des moteurs peinant à gravir la route forestière. Stéphane l'entendit quelques secondes plus tard. Non. Non. Il s'avança vers Chloé, le couteau levé. Si je tombe, tu viens avec moi. Ombre bondit en avant, non pas pour attaquer, mais pour bloquer. Les autres loups le suivirent, formant un cercle plus serré. Stéphane trébucha en arrière, manquant de tomber. 5 loups s'avancèrent vers lui, les crocs découverts, coordonnés. Ils le plaquèrent contre un grand pin,
l'encerclant comme ils encercleraient une proie. Mais ils n'attaquèrent pas, ils le maintinrent juste là, piégés par la menace de ce qu'ils pourraient faire. La vision de Chloé se brouilla. Le monde bascula. Elle sentit la langue d'ombre sur son visage, essayant de la maintenir consciente. Un souffle chaud, une texture rugueuse. De la même manière qu'une louve essaierait de ranimer un louveteau mourant. « Bon chien », murmura Chloé. « Tu te souviens. Il y a 3 ans, je t'ai sauvé. Maintenant, c'est toi qui me sauves. » Ombre gémit, se pressant plus près. Des faisceaux de lampes de poche fendirent la forêt. Des voix appelant « Chloé !» « Oh, Chloé Caron !» Valérie Dubois fit irruption la première dans la clairière, le garde forestier Marc Bernard derrière elle. Ils embrassèrent la scène du regard, Chloé effondrée au centre, des loups l'entourant protecteurs, Stéphane épinglé contre un arbre par 5 animaux grondants. Marc leva sa carabine. « Écartez-vous d'elle. » Non. Valérie attrapa le canon, le poussant vers le bas. « Il la protège. » Regarde-les. Marc hésita. Les loups n'attaquaient pas Chloé. Ils la gardaient. L'un était pressé contre son flanc. Un autre était couché sur ses jambes. La formation était défensive, pas prédatrice. Valérie s'approcha lentement, les mains visibles. « Ombre, c'est moi, mon garçon. Laisse-moi l'aider. » Les oreilles d'Ombre pivotèrent vers la voix de Valérie. Il reconnut son odeur, son ton. Après un long moment, il s'écarta légèrement, juste assez pour que Valérie puisse atteindre Chloé. « Oh mon Dieu, elle est en hypothermie. Marc, j'ai besoin de ces couvertures de survie, maintenant. » D'autres gardes arrivèrent. 2 allèrent vers Stéphane, arme dégainée. « Monsieur, posez le couteau. Les mains où je peux les voir. » Les yeux de Stéphane passaient des gardes au loup qui l'entouraient toujours. « Ils ont essayé de me tuer. Ces bêtes ont essayé, ces bêtes lui ont sauvé la vie, » lança Valérie en enveloppant Chloé dans les couvertures thermiques. « La bête ici, c'est toi, Michel. » Les yeux de Chloé s'ouvrirent brièvement. « Valérie, je suis là, ma chérie. Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. Ombre ne les laissez pas lui faire de mal. Personne ne fera de mal à personne. Je te le promets. » Marc appela par radio pour un hélicoptère médicalisé pendant que Valérie s'activait. Le pouls de Chloé était faible, sa respiration superficielle. Ils avaient peut-être 1 heure avant la défaillance des organes. L'hôpital le plus proche était à 40 minutes en ambulance, 15 en hélicoptère si le temps le permettait. Hélico à 20 minutes, annonça Marc. Zone d'atterrissage à 1 kilomètre d'ici. Est-ce qu'elle peut tenir? Valérie regarda les lèvres grises de Chloé, la façon dont sa poitrine se soulevait à peine. On doit essayer. Alors que les gardes soulevaient délicatement Chloé sur une civière, Ombre suivit. Les autres loups gardaient leur distance, mais Ombre marchait à côté de la civière, refusant de partir. Quand ils atteignirent la clairière où l'hélicoptère devait atterrir, Ombre s'assit à la lisière des arbres, regardant, attendant. Les pales de l'hélicoptère apparurent au-dessus de la crête, son projecteur illuminant la zone d'atterrissage improvisée. Alors que les ambulanciers chargeaient Chloé à bord, Ombre rejeta la tête en arrière et hurla. Le son se propagea à travers les montagnes, plaintif et féroce. Une promesse ou une prière? Peut-être les deux. La main de Chloé tressaillit vers le son. Valérie la serra. Il sera là quand tu te réveilleras. Je m'en assurerai. L'hélicoptère décolla, emportant Chloé vers les lumières de Clermont-Ferrand. Dans la clairière en contrebas, 8 loups étaient assis en formation, regardant jusqu'à ce que l'aéronef disparaisse derrière la crête. Stéphane Michel, menotté à l'arrière d'un véhicule des gardes, regardait aussi. Pour la première fois depuis des mois, une peur authentique traversa son visage. Pas la peur des loups, ni de la prison, mais de la vérité qui éclatait. Le témoignage d'Yvette Pascal, la documentation de Valérie, les preuves cachées de Monique, le rapport du détective privé, la survie de Chloé. Chaque carte de son château venait de s'effondrer. Marc s'approcha de Valérie alors qu'elle regardait les lumières de l'hélicoptère s'estomper. C'est loup. Je n'ai jamais rien vu de tel. Les animaux sauvages ne protègent pas les humains. Cela, si, dit Valérie doucement. Ils l'ont toujours fait. Depuis le tout début. Elle n'en dit pas plus.
Certaines histoires appartenaient à Chloé. Mais alors qu'il retournait à travers la forêt vers les véhicules, Valérie jeta un dernier regard en arrière. Ombre était toujours assis au bord de la clairière, sa silhouette se découpant sur la lune, patient, loyal, attendant que la fille qu'il avait sauvée rentre à la maison. Les urgences de l'hôpital régional de Clermont-Ferrand sentaient l'antiseptique et la peur. Chloé arriva avec une température corporelle de 30 degrés Celsius, bien en dessous de la normale. Son rythme cardiaque était erratique, sa tension artérielle dangereusement basse. Le médecin urgentiste, Isabelle Millet, qui travaillait aux urgences depuis 20 ans, avait déjà vu des victimes d'hypothermie. La plupart n'étaient pas dans un état aussi grave et ne survivaient pas. Perfusion chaude, stat. Il me faut des couvertures chauffantes, un monitoring cardiaque, et que quelqu'un appelle les soins intensifs. Cette fille est dans un état critique. Valérie se tenait contre le mur, s'efforçant de ne pas gêner, mais refusant de partir. Une infirmière tenta de l'escorter vers la salle d'attente. La famille seulement. Je suis toute la famille qu'il lui reste, dit Valérie, la voix dure comme le granit. Je ne pars pas. Le docteur Millet leva les yeux tout en insérant une perfusion. Laissez-la rester. Cette fille a besoin de quelqu'un qui se soucie d'elle. Les radiographies racontaient une histoire d'abus systématique. Une fracture guérie au poignet gauche, vieille de 6 mois. 2 côtes fêlées, vieilles de 3 mois. Des ecchymoses en forme de doigts sur le haut de ses bras. Des blessures de défense sur ses avant-bras. Une malnutrition évidente dans ses scanners de densité osseuse. Depuis combien de temps ça dure? Demanda doucement le docteur Millet à Valérie. Depuis la mort de sa mère. 6 mois, peut-être plus. La voix de Valérie se brisa. Je soupçonnais. Mais je ne pouvais pas le prouver. Elle ne voulait pas parler. Elle avait trop peur. Elles le sont toujours, dit le docteur Millet. Elle avait vu ce schéma trop de fois. Une fille sur 4 subit des violences domestiques. La plupart ne le signalent jamais. Beaucoup n'y survivent pas. Eh bien, elle parle maintenant. Chaque blessure sur son corps est une preuve. Un inspecteur arriva à 4 heures du matin. Thierry Duval, 15 ans dans les cas de violences domestiques, était venu directement de la scène où les gardes détenaient Stéphane Michel. Il avait lu la déclaration d'Yvette Pascal, vu la note que Chloé avait laissée, entendu les enregistrements sur l'ordinateur portable de Stéphane. Quand pourrais-je l'interroger? Demanda-t-il au docteur Millet. Si elle se réveille. Demain, peut-être. Pour l'instant, on essaie de la maintenir en vie. La tête de Valérie se releva brusquement. Si. L'expression du docteur Millet s'adoucit. Son corps a subi un traumatisme extrême. L'hypothermie, la perte de sang, le stress. Les 6 prochaines heures sont critiques. Si nous pouvons stabiliser sa température et régulariser son rythme cardiaque, elle a une chance. Valérie tira une chaise à côté du lit de Chloé et prit la main froide de la jeune fille. Écoute-moi, Chloé Caron. Tu as survécu 3 jours dans la forêt quand tu étais un nourrisson. Tu as survécu 6 mois avec ce monstre. Tu as survécu à la nuit dernière. Tu n'as pas le droit d'abandonner maintenant. Tu m'entends? Les paupières de Chloé vacillèrent, mais ne s'ouvrirent pas. Dehors, alors que l'aube peignait le ciel de rose et d'or, Ombre était assis près de l'entrée des urgences. La sécurité avait essayé de le chasser 3 fois. Il ne bougeait pas. Il restait juste là, à regarder les portes, à attendre. À 6 heures du matin, toute la meute était arrivée. 8 loups assis en formation sur le parking de l'hôpital. Les voitures les évitaient largement. La sécurité appela la fourrière, qui appela le docteur Valérie Dubois, qui leur dit de laisser les loups tranquilles. Ils ne font de mal à personne, dit Valérie au téléphone. Ils veillent simplement. Madame, nous ne pouvons pas avoir d'animaux sauvages sur un parking d'hôpital. Alors arrêtez-moi, parce que je vous dis que ces loups restent. Ils ont sauvé la vie de cette fille. Ils ont gagné le droit d'attendre. Le chef de la sécurité, un ancien militaire nommé Marcel Leroy, regarda les loups par la fenêtre. Quelque chose dans leur formation, leur immobilité, lui rappela des soldats montant la garde. D'accord, ils restent. Mais s'ils causent des problèmes, ils n'en causeront pas, promit Valérie. À 7 heures, la température de Chloé atteignit 33 degrés Celsius. Son rythme cardiaque se stabilisa.
La couleur revint sur ses lèvres. Le docteur Millet s'autorisa un sourire prudent. Elle se bat. Ses constantes s'améliorent. À 8 heures, l'inspecteur Duval revint avec des nouvelles. On le tient. Stéphane Michel est accusé de tentative de meurtre au premier degré, entre autres. Nous avons trouvé le vrai testament de Monique Caron chez l'avocat. Valérie Dubois nous y a conduits. Tout revient à Chloé. Le testament que Stéphane a présenté était un faux. Valérie ferma les yeux. Monique savait. Elle avait essayé de protéger Chloé même après sa mort. Il y a plus. Nous avons arrêté le frère de Stéphane, Laurent Michel. Nous avons trouvé des preuves qu'il a aidé à saboter les conduites de frein de Monique Caron. Les deux frères vont tomber pour meurtre. La main de Valérie se resserra sur celle de Chloé. Bien. Qu'ils pourrissent. À 9 heures, les yeux de Chloé s'ouvrirent, juste un instant. Elle vit le visage de Valérie, entendit le bip des moniteurs, sentit la chaleur des couvertures chauffantes. Ombre, murmura-t-elle. Il est là. Juste dehors. Il t'attend, ma petite. Ne les laissez pas lui faire de mal. Personne ne fera de mal à personne. Je te le promets. Les yeux de Chloé se refermèrent, mais cette fois, c'était un sommeil naturel, pas l'inconscience. Son corps commençait à guérir. Le docteur Millet vérifia les moniteurs. Elle est stable. Hors de danger immédiat. Elle a encore besoin d'observation, mais je pense qu'elle a passé le pire. Valérie laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis des heures. Puis-je la ramener à la maison quand elle sortira? À la maison où? Chez Stéphane Michel? Avec moi. Je dépose une demande de tutelle d'urgence. Cette fille a besoin d'un endroit sûr. Je peux lui offrir ça. Le docteur Millet hocha la tête. Je soutiendrai cette demande. Je documenterai tout ce que j'ai vu ici. Aucun juge ne la renverra dans cette maison. À 10 heures, une infirmière poussa le lit de Chloé près de la fenêtre. Valérie l'avait demandé spécifiquement. Juste une minute, avait-elle dit. Quand les yeux de Chloé s'ouvrirent à nouveau, Valérie montra l'extérieur. Regarde. Huilou était assis sur le parking, ombre devant, les autres derrière lui, tous tournés vers l'hôpital, tous attendant. Les yeux de Chloé se remplirent de larmes. Ils sont restés. Ils resteront toujours, dit Valérie. C'est ce que fait la famille. À 11 heures, Yvette Pascal arriva avec des fleurs et des larmes. J'aurais dû faire quelque chose plus tôt. J'aurais dû appeler il y a des mois. Chloé, plus alerte maintenant, serra la main de la vieille femme. Vous avez appelé quand c'était important. Vous m'avez sauvé la vie. Ces loups t'ont sauvé la vie, ma chérie. Je n'ai fait que passer un coup de fil. Ce coup de fil a tout changé. Merci d'avoir été courageuse. Yvette s'effondra en larmes. Valérie lui tendit des mouchoirs, comprenant qu'elles avaient toutes manqué à Chloé de petites manières. Mais la nuit dernière, quand cela comptait le plus, elles avaient été là. À midi précisément, Chloé eut 18 ans. Le docteur Millet apporta une tartelette de la cafétéria avec une seule bougie. Valérie, Yvette, 2 infirmières et l'inspecteur Duval chantèrent « Joyeux anniversaire ». C'était faux et maladroit et la plus belle chose que Chloé ait jamais entendue. Fais un vœu, dit Valérie. Chloé ferma les yeux, souhaita la sécurité, une famille, la justice, un avenir où elle n'aurait plus à avoir peur. Elle souffla la bougie. Dehors, Ombre hurla. La meute se joignit à lui. 8 voix en harmonie se propageant à travers Clermont-Ferrand. Le personnel de l'hôpital s'arrêta dans les couloirs pour écouter. Les patients regardèrent par les fenêtres. Les visiteurs pointèrent du doigt et chuchotèrent. Chloé sourit à travers ses larmes. Il chante aussi. Valérie la serra dans ses bras avec précaution, attentive aux perfusions. Joyeux anniversaire, ma chérie. Tu l'as fait. Contre toute attente. Tu l'as fait. On l'a fait, corrigea Chloé. Nous tous. Par la fenêtre, les yeux jaunes d'Ombre croisèrent les siens. Une compréhension passa entre eux. De survivant à survivant. De famille à famille. Le pire était passé. La guérison pouvait commencer. 3 jours après son 18e anniversaire,
Valérie s'assit à côté de son lit d'hôpital avec un dossier en carton. L'enveloppe était usée, comme si elle avait été ouverte et refermée de nombreuses fois. Chloé reconnut l'écriture de sa mère sur le devant. Pour Chloé, la vérité. Ta mère m'a donné ça 2 semaines avant de mourir, dit doucement Valérie. Elle m'a fait promettre de te le donner pour ton 18e anniversaire. Elle savait que quelque chose pourrait lui arriver. Les mains de Chloé tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient des documents, des photographies et une lettre de l'écriture soignée de Monique. La première photo montrait une jeune femme aux cheveux bruns et aux yeux bleus, les yeux de Chloé debout devant les montagnes du Massif central. Sandrine Vidal, dit Valérie. Ta mère biologique. Elle avait 28 ans, photographe animalière et militante écologiste. Elle était venue en Auvergne pour documenter la population de loups. Chloé fixa le visage qui aurait pu être le sien dans 10 ans. Elle me ressemble. Tu es son portrait craché. Valérie sortit une autre photo. Celle-ci montrait Sandrine tenant un nourrisson, prise à l'hôpital. C'était toi, à 3 jours, le 15 octobre 2007. Les photos suivantes coupèrent le souffle de Chloé. Un minuscule bébé entouré de loups dans une grotte, une grande louve grise couchée à côté du nourrisson, protectrice. Des gardes forestiers s'approchant avec précaution. Et enfin, ce même bébé à l'hôpital, vivant contre toute attente. J'étais la jeune garde qui t'a trouvé, dit Valérie. Nous cherchions depuis 3 jours. Ta mère était tombée de la crête du cheval mort en photographiant la meute. Nous avons trouvé son corps, mais tu avais disparu. Nous pensions, sa voix se brisa. Nous pensions que les loups t'avaient emmené, que nous trouverions des restes. Chloé ne pouvait pas parler, se contentant de fixer les images. Mais quand nous t'avons trouvé, tu étais vivante, chaude, nourrie. Cette louve la mère d'ombre t'avait allaitée, t'avait maintenue en vie pendant 3 jours. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer, disaient que c'était impossible, mais tu étais là. Valérie sortit des dossiers médicaux, la documentation du sauvetage de Chloé, des dépositions de garde qui avaient vu les loups protéger un nourrisson, des coupures de presse que Monique avait soigneusement conservées. Bébé miracle survit 3 jours dans la nature. Monique et son mari Jean ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils essayaient depuis des années. Quand elle t'a vu dans cet hôpital, elle a dit que c'était le destin. Que tu avais survécu pour une raison. Elle t'a adopté en 1 semaine. La lettre de Monique était datée du 10 octobre, 20 jours avant sa mort. Ma très chère Chloé, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je prie pour me tromper, pour être paranoïaque. Mais Stéphane pose trop de questions sur le domaine, la valeur de la propriété, les lois sur l'héritage. Son frère Laurent le conseille. Je reconnais les signes maintenant. J'aurais dû les voir avant de nous marier. Tu dois savoir la vérité sur tes origines. Non pas parce que la mort de ta mère biologique te définit, mais parce que ta survie le fait. Sandrine Vidal est morte en t'aimant. Les loups qui t'ont trouvé t'ont aimé assez pour te garder en vie alors que toute créature rationnelle serait partie. Je t'ai aimé assez pour me battre avec l'État pour ta garde. Et toi, ma courageuse fille, tu as aimé la vie assez pour survivre. Le domaine est à toi. Tout est à toi. J'ai mis à jour mon testament. Le vrai est avec Valérie, pas la version que Stéphane pense connaître. S'il m'arrive quelque chose, Valérie a toute la documentation. Elle sait tout. Fais-lui confiance. Les loups ne t'ont jamais oublié, Chloé. Je les ai observés pendant 18 ans. La mère d'Ombre se souvenait. Ombre lui-même se souvient, bien qu'il n'ait été qu'un louveteau quand tu as été sauvé. C'est pourquoi ils t'ont laissé approcher quand tu as trouvé Ombre blessée il y a 3 ans. Ils t'ont reconnu. Tu fais partie de leur famille, tout comme tu fais partie de la mienne. N'aie pas peur d'où tu viens. Sois fier de ce que tu as survécu. Et sache que chaque moment que j'ai eu avec toi était un cadeau. Je t'aime, pour toujours. Maman. Chloé serra la lettre, les larmes coulant. Elle savait. Elle savait que Stéphane était dangereux. Elle a engagé un détective privé, elle avait préparé des accusations, mais elle n'a pas eu le temps. La voix de Valérie se durcit. La police a trouvé le mécanicien qui a saboté ses freins. Laurent Michel l'a payé 5 000 €. Le mécanicien a gardé des registres, des dépôts bancaires, des SMS. Il témoigne contre les 2 frères. Les 2 ? Chloé leva les yeux. Laurent aussi.
Laurent était le cerveau. Stéphane ne faisait que suivre les ordres. Il prévoyait de se partager l'héritage après ta disparition. Mettre en scène ta mort comme un accident tragique ou une attaque de loup. Encaisser l'argent de l'assurance et vendre le domaine à des promoteurs. Valérie ouvrit un autre dossier. Celui-ci contenait des documents financiers, des relevés bancaires montrant les dettes de Stéphane, des évaluations foncières, des demandes d'hypothèque falsifiées avec la signature de Monique, des historiques de recherche sur l'ordinateur de Stéphane. Combien de temps pour l'hypothermie? Mettre en scène une attaque d'animal. Droit des successions en France mineure. L'inspecteur Duval a tout. Les deux frères font face à des accusations de meurtre au premier degré pour Monique. Tentative de meurtre, fraude et complot pour ce qu'ils t'ont fait. Le procureur dit qu'il risque la réclusion à perpétuité. Sans possibilité de libération conditionnelle. Chloé ferma les yeux. Traiter l'information. Sa mère. Ses deux mères mortes à cause de la cupidité. Sa propre quasi-mort parce qu'elle se tenait entre des hommes maléfiques et de l'argent. Il y a une autre chose, dit doucement Valérie. Elle sortit le dernier document, un acte de naissance avec le nom original de Chloé. Sandrine Chloé Vidal. Et en dessous, l'acte d'adoption modifié de Monique, Chloé Monique Caron. Tes mères t'ont donné leur nom. Sandrine t'a donné son prénom. Monique t'a donné le sien comme deuxième prénom. Tu portes les deux. Chloé traça les noms avec son doigt. Sandrine. Monique. Deux femmes qu'il avait aimées. L'une qui lui avait donné la vie. L'une qui lui avait donné une vie qui valait la peine d'être vécue. Et les loups, murmura Chloé. Ils m'ont donné la survie. C'est exact, acquiesça Valérie. Tu as été bénie par 3 familles et maudite par un homme diabolique qui pensait que l'amour pouvait se mesurer en euros. Chloé regarda par la fenêtre où Ombre attendait toujours. Il a perdu, n'est-ce pas? Stéphane a tout perdu. Tout, confirma Valérie. Et toi, ma chérie, tu as gagné tout ce qui compte. Une semaine après l'hospitalisation de Chloé, la salle d'audience du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand était comble. Stéphane Michel était assis dans une combinaison orange, enchaîné et les yeux vides. Son frère Laurent occupait la table des accusés à côté de lui, l'air tout aussi abattu. Chloé était assise au premier rang, entre Valérie et Yvette Pascal, les côtes encore bandées, les ecchymoses passant du violet au jaune verdâtre. La juge Simone Leclerc, une femme sévère de 65 ans qui présidait des affaires de violence domestique depuis 30 ans, examinait les preuves avec un dégoût à peine dissimulé. La procureure, Florence Dupont, avait monté un dossier en béton. L'État présente la pièce à conviction A, l'ordinateur portable de l'accusé contenant des recherches sur comment mettre en scène une attaque d'animal, chronologie de la mort par hypothermie et droit des successions en France pour les mineurs. Pièce à conviction B, des relevés bancaires montrant 87 000 € de dettes de jeu. Pièce à conviction C, des documents de testament falsifiés avec la signature de Monique Caron. L'analyse graphologique confirmant la contrefaçon. Florence continua méthodiquement. Pièce à conviction D, le témoignage du mécanicien Daniel Petit qui a été payé 5 000 € par Laurent Michel pour saboter les conduites de frein de Monique Caron. Pièce à conviction E, des SMS entre Stéphane et Laurent Michel discutant du problème et de faire en sorte que ça ait l'air naturel. Les preuves s'accumulaient. Photos des blessures de Chloé, dossiers médicaux documentant les schémas d'abus, le témoignage en larmes d'Yvette Pascal sur la note que Chloé avait laissée. Rapport des gardes forestiers sur la découverte de Chloé au seuil de la mort dans la forêt. Puis Florence lâcha la bombe. L'État présente également ceci. Elle brandit un petit appareil d'enregistrement. Monique Caron portait une broche enregistreuse dans ses derniers jours. Elle a documenté des conversations avec Stéphane Michel. La salle d'audience se tut alors que la voix de Monique remplissait la pièce, préservée d'outre-tombe. Stéphane, pourquoi poses-tu des questions sur les polices d'assurance vie? Juste curieux, chérie. Pour être sûr qu'on est couvert. La police est sur moi. Chloé est la bénéficiaire, pas toi. Et si quelque chose arrivait à Chloé? Qui toucherait l'argent alors? Le fonds de conservation des loups du Massif central. J'ai pris mes dispositions. Tu n'aurais rien. Une longue pause. Puis la voix de Stéphane, froide et calculatrice. Je suppose qu'il vaut mieux que je m'assure que rien ne lui arrive alors. Jusqu'à ses 18 ans, en tout cas. Le tribunal explosa.
Le maillet de la juge Leclerc claqua comme le tonnerre. Silence. Les mains de Chloé se crispèrent sur ses genoux. Entendre à nouveau la voix de Stéphane lui donnait la chair de poule, mais entendre la voix de sa mère, forte, protectrice, anticipant le danger, fit couler des larmes sur son visage. Monique avait su, avait essayé de la protéger, même en sachant que cela pourrait lui coûter la vie. L'avocat de Stéphane, un avocat commis d'office nommé Pascal Mercier, qui voulait clairement être n'importe où sauf ici, fit une tentative timide. Madame la juge, mon client était sous l'influence de l'alcool. Son jugement était altéré. Un jugement altéré n'explique pas des mois de préméditation, lança la juge Leclerc. Les preuves montrent une planification systématique, un complot et un meurtre de sang-froid. Monsieur Michel, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Stéphane se leva, les chaînes cliquetant. Un instant, Chloé pensa qu'il pourrait s'excuser, montrer un soupçon d'humanité. Au lieu de cela, il ricana. Ce domaine aurait dû être à moi. Monique l'avait promis quand on s'est marié. Cette filou n'est même pas de la vraie famille, juste un cas de charité. La salle d'audience halta. Le visage de la juge Leclerc devint de pierre. Monsieur Michel, vous venez de sceller votre sort. Ce tribunal vous déclare coupable de meurtre au premier degré dans la mort de Monique Caron, de tentative de meurtre au premier degré sur Chloé Caron, de fraude, de faux et usage de faux, et de complot. Je vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle se tourna vers Laurent Michel. Monsieur Laurent Michel, vous avez été le cerveau de tout ce stratagème. Vous avez engagé le mécanicien. Vous avez falsifié des documents. Vous avez conseillé votre frère sur la manière de commettre un meurtre et de le faire passer pour un accident. Je vous déclare également coupable. Réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle. Le maillet tomba. Stéphane se jeta vers Chloé, les chaînes le retenant. Tu ne mérites pas cet argent. Tu n'es rien. Tu m'entends, rien. La sécurité le maîtrisa. Alors qu'il le traînait hors de la salle d'audience, ses yeux croisèrent ceux de Chloé une dernière fois. Elle n'y vit aucun remords, aucune reconnaissance de ce qu'il avait détruit. Juste de la rage et un sentiment de droit brûlant jusqu'à la fin. Valérie serra la main de Chloé. C'est fini. Il ne pourra plus jamais te faire de mal. Mais Chloé entendit à peine. Son attention fut captée par quelque chose que Florence Dupont avait mentionné, quelque chose qui avait été enfoui dans les documents financiers. Elle attrapa le bras de Valérie. Attendez, qu'est-ce que c'était que cette histoire de domaine presque saisi? Florence s'approcha, dossier en main. Stéphane a illégalement hypothéqué la propriété en utilisant des documents falsifiés. La banque exige 400 000 €. Sans paiement, ils saisiront le domaine. Le cœur de Chloé se serra. Elle avait survécu à Stéphane, survécu à la forêt, survécu à tout, seulement pour perdre la terre de sa mère à une banque. Je n'ai pas cette somme. En fait, dit Florence avec un léger sourire, si. Monique avait une police d'assurance vie sur Stéphane dont vous avez hérité à vos 18 ans. Elle vaut 1 million d'euros. Il y a aussi une clause de double indemnité. Si Stéphane commet un crime contre vous, le paiement double. Chloé la dévisagea. 2 millions d'euros. Votre mère était une femme très intelligente. Elle avait prévu toutes les éventualités, y compris celle-ci. Elle savait que Stéphane pourrait essayer de tout détruire, alors elle s'est assurée que son crime vous rendrait en fait assez riche pour tout sauver. Valérie rit à travers ses larmes. Monique a eu le dernier mot, après tout. Il y a plus, continua Florence. Stéphane a dépensé 85 000 € en jeu, que sa succession doit vous rembourser en tant que dédommagement. Les avoirs de Laurent Michel sont également saisis, soit 100 000 € de plus. Combiné à l'assurance, vous avez plus de 2 millions d'euros. Chloé se sentit étourdie. Je ne sais pas quoi faire avec autant d'argent. Tu sauves le domaine de ta mère, dit fermement Yvette Pascal. Tu en fais le foyer qu'elle voulait qu'il soit. Tu honores sa mémoire. Florence ajouta un dernier détail. Le testament de Monique incluait également une fiducie de 500 000 € pour le fonds de conservation des loups du Massif central, à gérer par le docteur Valérie Dubois. Votre mère voulait s'assurer que la meute d'ombre serait toujours protégée. Les yeux de Valérie s'écarquillèrent. Un demi-million c'est assez pour acheter les terres forestières adjacentes.
Établir un sanctuaire protégé permanent. Le sanctuaire des loups l'abri d'ombre, murmura Chloé. On pourrait l'appeler comme ça. Je pense que Monique aurait adoré, dit Valérie. 2 semaines plus tard, Chloé sortit de l'hôpital. Valérie la conduisit non pas au domaine, trop de mauvais souvenirs là-bas, mais à son chalet sur la propriété du centre de conservation. Une modeste maison en rondin de 2 chambres surplombant la forêt, avec des loups visibles au loin. Ta chambre est prête, dit Valérie. Je l'ai décorée moi-même. Ce n'est pas grand-chose, mais, Chloé l'interrompit en la serrant dans ses bras. C'est parfait. C'est la maison. La chambre avait une grande fenêtre donnant sur la forêt, un lit confortable avec une courte pointe faite à la main et des photos au mur. Monique et Chloé à différents âges. Sandrine Vidal dans la nature. Et un ajout récent, Chloé entourée de loups dans la clairière, photo prise par un garde forestier la nuit de son sauvetage. Ce soir-là, alors que le coucher de soleil peignait les montagnes d'or et de pourpre, Chloé se tenait à la fenêtre. Valérie vint à côté d'elle, tenant 2 tasses de chocolat chaud. Prête pour demain ? Demanda Valérie. Demain était le premier jour de la nouvelle vie de Chloé. La tutelle de Valérie avait été approuvée. Le domaine était sauvé. Bien que Chloé ait décidé de continuer à vivre au chalet de Valérie. La maison où Stéphane l'avait blessée serait vendue. La terre resterait la terre des Caron, protégée à perpétuité. Je suis prête, dit Chloé. Puis, plus doucement, il sera là ? Valérie sourit. Ombre, ma chérie. Il n'a pas quitté la lisière de la forêt depuis 2 semaines. Il t'attendait. On peut aller le voir ? Juste quelques minutes ? Elles descendirent le sentier alors que l'obscurité s'installait. Chloé se déplaçait lentement, encore en convalescence, mais plus forte chaque jour. Quand elles atteignirent la clairière où les loups se rassemblaient souvent, Valérie resta en retrait, laissant Chloé continuer seule. Chloé appela, de la manière que sa mère lui avait enseigné des années auparavant, avant que Chloé ne comprenne pourquoi Monique connaissait le langage des loups. Un hurlement mi-humain, mi-sauvage, un son qui appartenait aux 2 mondes. La forêt répondit. Ombre émergea de l'ombre, la tache blanche sur sa poitrine captant la lumière de la lune. Il s'approcha prudemment, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. Quand il l'atteignit, Chloé s'agenouilla et enroula ses bras autour de son cou, enfouissant son visage dans sa fourrure. « Merci, murmura-t-elle. Merci de t'être souvenu de moi, de m'avoir sauvé, de n'avoir jamais abandonné. » Ombre se pressa contre elle, gémissant doucement. Le son qu'un loup fait lorsqu'il retrouve sa meute. Les 7 autres loups apparurent, formant leur cercle protecteur une dernière fois. Mais maintenant, il n'y avait plus de danger à craindre. C'était simplement une famille se rassemblant pour confirmer que tous ses membres étaient en sécurité et au complet. Chloé resta là jusqu'à ce que les étoiles remplissent le ciel, entourée de loups, veillée par Valérie, enfin et complètement en sécurité. Elle avait survécu à la mort de 2 mères, à la haine d'un monstre et à une forêt qui aurait dû la tuer. Elle avait survécu parce qu'elle n'avait jamais été vraiment seule. Ni en tant que nourrisson dans une grotte. Ni en tant que jeune fille dans un foyer abusif. Ni en tant que jeune femme courant pour sa vie. 3 familles l'avaient revendiquée. 3 familles l'avaient sauvée. Et maintenant, enfin, elle pouvait commencer à se sauver elle-même. 6 mois plus tard, Chloé se tenait sur le porche du chalet de Valérie, un appareil photo à la main, photographiant le lever du soleil sur les montagnes du Massif central. Le printemps avait transformé la forêt, passant du brun hivernal au vert vibrant. Des fleurs sauvages parsemaient la prairie où la meute d'ombre errait souvent. Au loin, elle pouvait voir les loups se déplaçant dans la brume matinale, chassant en famille. Elle avait repris le poids qu'elle avait perdu. Ses ecchymoses s'étaient estompés en souvenirs. Les cauchemars venaient moins fréquemment maintenant, bien que certaines nuits, elle se réveillait encore en haletant, sentant la main de Stéphane sur sa gorge. Ces nuits-là, Valérie préparait une tisane de camomille, et elle s'asseyait sur le porche jusqu'à l'aube, parlant de Monique, de Sandrine, de la guérison. La maison de campagne avait été vendue à une jeune famille de Paris, un couple avec 2 filles qui promirent d'aimer la terre comme les Caron l'avaient fait. Chloé garda les 200 hectares de forêt, légalement protégés en tant que sanctuaire des loups l'abri d'ombre. Pas de chasse, pas de développement, juste une nature sauvage préservée pour toujours. Chloé s'inscrivit à l'université de Clermont-Ferrand, en biologie de la faune. Elle faisait la navette depuis le chalet 3 jours par semaine, passant les autres jours à travailler au centre de conservation avec Valérie.
Ensemble, elles avaient agrandi l'installation, utilisant la fiducie de Monique pour construire de nouveaux enclos, embaucher du personnel supplémentaire et lancer des programmes éducatifs sur la conservation des loups. L'attention des médias avait été écrasante au début. La fille miracle, sauvée par les loups, fit les gros titres nationaux. Les demandes d'interview affluèrent. Chloé refusa la plupart, mais en accepta un reportage dans Envoyé spécial, où elle put plaider pour la protection des loups et la sensibilisation aux violences domestiques. Elle montra ses cicatrices, raconta son histoire et regarda directement la caméra. Les monstres ne ressemblent pas toujours à des monstres, avait-elle dit. Parfois, ils ressemblent à la famille. Parfois, ils sourient pendant qu'ils vous font du mal. Mais si vous avez de la chance, si vous êtes béni, la vraie famille vous trouve. Même si cette famille a 4 pattes et de la fourrure. Le reportage déclencha un débat national. Les dons affluèrent aux organisations de conservation des loups. Les lignes d'écoute pour les violences domestiques signalèrent une augmentation du volume d'appels de personnes trouvant enfin le courage de chercher de l'aide. Chloé reçut des milliers de lettres de survivants disant que son histoire leur avait donné de l'espoir. Yvette Pascal devint la grand-mère non officielle de Chloé, lui rendant visite chaque semaine avec des biscuits faits maison et des histoires sur Monique. « Ta maman était l'âme la plus gentille que j'ai jamais connue, disait-elle. Têtue comme une mule, mais gentille. Elle serait si fière de toi. » Les terres du domaine Caron, maintenant protégées, devinrent une destination pour les chercheurs étudiant le comportement des loups. Le travail de Valérie sur le lien homme-loup, avec Chloé comme preuve vivante, fut publié dans de grandes revues scientifiques. Des universités offrirent à Chloé des bourses complètes. Elle choisit Clermont-Ferrand, voulant rester près d'ombre, de Valérie, de la maison. Le jour de ce qui aurait été le 53e anniversaire de Monique, Chloé et Valérie firent une randonnée jusqu'à la crête du Cheval Mort, où Sandrine Vidal était tombée 18 ans plus tôt. Elles y avaient placé un mémorial, une simple pierre gravée avec les noms des 2 mères. Sandrine Vidal, mère bien-aimée. Monique Anne Caron, mère bien-aimée. Toutes 2 ont tout donné pour la fille qu'elles aimaient. Chloé déposa des fleurs sauvages sur la pierre. « J'aurais aimé te connaître, dit-elle à la mémoire de Sandrine. J'aurais aimé avoir plus de temps avec toi, dit-elle à Monique. Mais je vous porte toutes les 2 en moi chaque jour. » Valérie lui serra l'épaule. « Elles le savent, ma chérie. D'une manière ou d'une autre, elles le savent. » Ce soir-là, comme c'était devenu leur rituel, Chloé se rendit à la lisière de la forêt. Ombre était toujours là, attendant. Il avait maintenant 6 ans et demi, dans la force de l'âge, confiant dans son rôle de chef de meute. Mais quand Chloé apparaissait, il devenait autre chose, doux, protecteur, presque infantile dans sa dévotion. Elle lui avait apporté un cadeau, un épais collier de cuir avec une petite clochette et une plaque de laiton gravée, « Ombre, gardien ». Valérie avait protesté. « Il est sauvage, Chloé. On ne devrait pas mettre de collier aux animaux sauvages. » Mais Chloé avait insisté. « Il n'est pas seulement sauvage. Il fait partie de la famille. Et la famille doit savoir qui sont les siens. » Ombre l'avait laissé le lui attacher autour du cou, restant parfaitement immobile, confiant complètement. Maintenant, le doux tintement de la clochette annonçait sa présence chaque fois qu'il bougeait. La meute avait d'abord été curieuse du son, mais l'avait rapidement accepté comme faisant partie de l'identité d'Ombre. Le jour de sa rentrée à l'université pour le semestre d'automne, Chloé présenta sa proposition de recherche, le lien intergénérationnel dans la meute de Canilupus, une étude de cas sur le comportement protecteur hérité. Ses professeurs étaient fascinés. Personne n'avait documenté quelque chose comme le lien de la famille d'Ombre avec Chloé, la mère louve qui avait nourri un nourrisson, le fils qui protégeait ce même enfant 18 ans plus tard. Cela pourrait révolutionner notre compréhension de la cognition et de la mémoire du loup, dit son directeur de recherche. Si vous pouvez prouver la transmission génétique d'un comportement protecteur appris, je n'essaie rien de prouver, l'interrompit doucement Chloé. J'essaie de comprendre ce qui m'a sauvé la vie. 2 fois. Elle passait ses week-ends à photographier la meute, documentant leurs interactions, leur hiérarchie, leur schéma de chasse. Ces photos parurent dans Géo, Terre sauvage et la Hulotte. Les légendes mentionnaient toujours Ombre par son nom, reconnaissaient toujours la dette qu'elle avait envers lui. Un après-midi de fin octobre, 1 an après la nuit qui avait failli la tuer, Chloé retourna dans la clairière où tout s'était passé. L'endroit où Stéphane l'avait pourchassé, où Ombre l'avait trouvé, où sa vie s'était scindée entre un avant et un après. Elle avait évité cet endroit pendant des mois.
trop de souvenirs, trop de douleurs. Mais sa thérapeute, Catherine Moreau, spécialisée dans les traumatismes, lui avait suggéré qu'elle pourrait avoir besoin de s'y confronter pour guérir complètement. Valérie l'accompagna, mais resta au bord de la clairière. C'était quelque chose que Chloé devait faire seule. L'espace semblait différent à la lumière du jour. Plus petit, en quelque sorte moins terrifiant. Juste un cercle de terre entouré de pins. Mais quand Chloé ferma les yeux, elle pouvait tout ressentir à nouveau. Le froid, la peur, la certitude de mourir. Et puis la chaleur, la fourrure, les yeux jaunes reflétant la lune. La sécurité, là où il n'aurait dû y en avoir aucune. Elle ouvrit les yeux pour trouver Ombre assis en face d'elle. Il devait avoir suivi son odeur. Derrière lui, le reste de la meute émergea de la forêt. Tous les 8, comme cette nuit-là, formant leur cercle protecteur. Mais cette fois, Chloé se tenait au centre, non pas comme une proie ayant besoin de protection, mais comme un membre de la meute, debout parmi les siens. Elle avait survécu. Elle avait guéri. Elle avait transformé son traumatisme en un but. Chloé regarda Ombre, regarda les loups qui lui avaient donné la vie 2 fois, et sourit à travers ses larmes. « Je vais bien maintenant », leur dit-elle. « Nous allons tous bien maintenant. » Ombre pencha la tête, la clochette à son collier tintant doucement. Puis il s'avança et pressa son front contre le sien, un geste de confiance, d'amour, de famille. À ce moment, Chloé comprit ce que sa mère et ses 2 mères avaient toujours su. La famille, ce n'était pas une question de sang, de biologie ou de documents légaux. La famille, c'était qui se présentait quand l'obscurité tombait, qui se tenait entre vous et le danger, qui refusait de vous abandonner, même quand le monde disait que vous ne valiez pas la peine d'être sauvé. Elle avait été bénie par 3 familles, sauvée par toutes, et maintenant, enfin, elle pouvait se sauver elle-même. Les loups se dispersèrent à nouveau dans la forêt, Ombre restant le plus longtemps. Quand il se tourna finalement pour partir, Chloé appela une dernière fois, « Merci pour tout ». Ombre s'arrêta, regarda en arrière, et dans ses yeux jaunes, Chloé vit la compréhension. Puis il disparut, se fondant dans les ombres, le doux tintement de sa clochette s'évanouissant dans les bruits de la forêt. Valérie s'approcha, passant son bras autour des épaules de Chloé. Prête à rentrer à la maison. Chloé jeta un dernier regard à la clairière, à l'endroit où elle avait failli mourir mais avait choisi de vivre à la place. « Oui, dit-elle. Je suis prête. » Elles retournèrent ensemble à travers la forêt, la lumière du soleil filtrant à travers les branches de pin, les sons des oiseaux, du vent et des appels lointains des loups remplissant l'air. L'appareil photo de Chloé captura tout cela, la beauté qui avait toujours été là, attendant qu'elle soit assez forte pour la voir. Cette nuit-là, alors que les étoiles émergeaient au-dessus de l'Auvergne, Chloé s'assit à son bureau et commença à écrire. Pas un article de recherche ou une dissertation universitaire, mais une lettre à chaque fille piégée dans l'obscurité. À chaque personne qui pensait être seule. À tous ceux qui avaient besoin d'entendre que la survie était possible. « Cher ami, écrivit-elle. Laisse-moi te raconter la nuit où je suis morte et revenue à la vie. Laisse-moi te parler de la famille qui te trouve quand la famille de sang te fait défaut. Laisse-moi te dire que les monstres peuvent être vaincus. Que la justice existe. Que l'amour, le vrai amour, n'abandonne jamais les siens. » Elle écrivit jusqu'à l'aube, déversant son histoire, sa vérité, son espoir. Quand elle eut terminé, elle avait le début d'un livre, un témoignage de survie, une promesse que l'obscurité ne gagne pas. Valérie la trouva endormie à son bureau alors que le lever du soleil peignait les montagnes d'or. Elle drapa une couverture sur les épaules de Chloé et lut les mots à l'écran. Des larmes coulèrent sur son visage. Monique serait fière. Sandrine serait fière. Et Chloé, belle, courageuse, incassable Chloé, avait enfin trouvé sa voie. Dehors, Ombre hurla son salut matinal. La meute répondit. Et quelque part dans ce cœur sauvage, il y avait un son qui aurait pu être de la joie, aurait pu être une célébration, aurait pu être une famille chantant Alléluia pour l'un des siens qui était enfin rentré à la maison. Chloé remua, sourit dans son sommeil et rêva de courir à travers la forêt avec des loups à ses côtés. Non plus en fuyant le danger, mais en courant vers la vie, vers un but, vers tout ce que ses mères avaient voulu pour elle et tout ce pourquoi elle s'était si durement battue pour le revendiquer. Elle avait survécu. Elle avait guéri. Et maintenant, elle aiderait les autres à faire de même. La fin n'était en réalité qu'un commencement. Et c'était magnifique. Parfois,
La famille dans laquelle nous naissons n'est pas celle qui nous sauve. L'histoire de Chloé nous rappelle que l'amour transcende le sang, que la protection vient d'endroits inattendus et que même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Son parcours de victime à survivante, puis à militante, prouve ce que beaucoup d'entre nous ont appris à travers les dures leçons de la vie: la vraie famille se manifeste quand cela compte le plus, que cette famille ait 2 jambes ou 4. Monique connaissait cette vérité lorsqu'elle a protégé Chloé par l'adoption. La meute d'ombre l'a compris lorsqu'elle a monté la garde durant cette terrible nuit. Et Valérie l'a incarné en ouvrant sa maison et son cœur à une jeune fille qui en avait désespérément besoin. Cette histoire nous met au défi de reconnaître les monstres qui se cachent derrière des visages familiers et de célébrer les héros improbables qui ne demandent rien en retour de leur loyauté. Chloé a survécu parce que 3 familles ont refusé de la laisser tomber. Combien d'entre nous peuvent désigner quelqu'un qui est resté à nos côtés lorsque le monde s'est assombri? Qui était votre ombre, votre Monique, votre Valérie? Et peut-être plus important encore, de qui avez-vous été le protecteur? Partagez votre histoire. Rappelons-nous les uns aux autres que nous faisons tous partie de la meute de quelqu'un, et que ce genre d'amour change tout.